on parle de l'ambiance de marché en cette rentrée, au moment où le symposium de Jackson Hole va démarrer dans le Wyoming tout à l'heure. Frédéric Ducrozet est avec nous à distance, en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Ravi de vous retrouver. C'est vrai que l'ambiance du jour se reflète peut-être à travers les mouvements, les micro-mouvements du marché obligataire, mais depuis 24-48 heures, on a récupéré une dizaine de points de base environ sur les taux longs américains, avec peut-être des effets de contagion également sur les taux européens. Est-ce qu'il y a des explications particulières à ce mouvement, ou est-ce qu'on est dans une logique purement technique de ce point de vue-là, Frédéric ? On est plutôt dans une logique effectivement technique de positionnement un peu prudent avant Jackson Hole. C'est un événement qu'on attend tous depuis très longtemps. On connaît la date, c'est le genre d'événement dans les marchés qui est tellement repéré, identifié, qu'il entraîne ce genre de petits mouvements en préparation pour ne pas prendre trop de risques avant le week-end et dans des conditions de liquidité qui sont quand même encore celles du mois d'août, toujours plutôt difficiles. Et puis, par ailleurs, en Europe notamment, ne jamais oublier qu'on est à des niveaux toujours très bas, négatifs pour la plupart des pays de la zone euro sur les taux d'intérêt à 10 ans. Donc le moindre petit mouvement, non seulement est visible, parce que en valeur relative, j'allais dire en mouvement relatif, c'est plus important, et puis peut être amplifié par là aussi des mouvements parfois de convexité, très techniques. Mais néanmoins, je pense qu'il ne faut pas oublier que depuis maintenant plusieurs mois, depuis que l'inflation remonte aux États-Unis, on ne comprend pas bien ce qui se passe sur le marché obligataire. Donc ces mouvements-là aussi, encore une fois, ne me semblent pas justifiés par des fondamentaux. Quand les chiffres d'inflation étaient plus élevés que prévu aux États-Unis, systématiquement les taux ont baissé. Donc il y a un ensemble d'éléments et puis une visibilité macroéconomique sur le long terme, sur l'inflation notamment, qui reste faible. C'est une grande question pour laquelle on n'a pas encore la réponse définitive. Parlons de Jackson Hole, Frédéric, mais c'est peut-être intéressant d'en parler sous l'angle et sous le prisme de la Banque Centrale Européenne. Il y a eu quelques prises de parole, notamment hier le chef économiste Philippe Lane, avant la réunion de rentrée de la BCE qui se tiendra le 9 septembre prochain. Est-ce que la BCE doit s'inquiéter du virage de politique monétaire qui est en train de prendre la Réserve fédérale américaine, Frédéric ? Je pense que la BCE s'inquiète, et c'est légitime, de beaucoup de choses depuis bien longtemps, mais le resserrement possible de la politique monétaire américaine, pour moi, n'est pas le risque principal. Et d'ailleurs, Philippe Lane cite bien évidemment l'évolution du virus, du variant Delta, avec une vision plus optimiste sur l'Europe. Là aussi, ça a pu expliquer un petit peu la réaction du marché hier, comme l'Europe est relativement bien avancée dans sa campagne de vaccination par rapport à d'autres pays émergents. En tout cas, c'est une région qui pourrait être moins exposée à ces risques-là. Mais il y en a d'autres en Europe, et c'est Isabelle Schnabel, une autre membre du comité du board de la BCE, qui l'a dit ce week-end. Le risque à long terme en Europe, c'est toujours d'avoir une croissance trop faible et une inflation trop faible, plutôt que l'inverse. On n'est pas dans la configuration de politique économique américaine, on a toujours beaucoup de questions. Il y a les élections allemandes qui arrivent, il y a la politique budgétaire qui reste peut-être encore en deçà des ambitions qu'on pourrait espérer en termes de policy mix en Europe. La BCE n'est pas sortie de cette situation de crise, loin de là. Si même l'allemande Isabelle Schnabel reconnaît que le risque de moyen terme, c'est plutôt le risque de déflation ou de désinflation toujours pour la zone euro, Frédéric, on imagine que la BCE, après la revue stratégique qui a été menée et dont les conclusions ont été rendues au début de l'été, va entamer une discussion technique, stratégique, importante pour passer le relais. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une phase de transition. Le programme d'urgence pandémique va devoir s'arrêter à un moment. C'est un peu le changement de tempo, d'ailleurs, général du policy mix global. On a sur le front budgétaire Bruno Le Maire qui nous dit c'est la fin du quoi qu'il en coûte, mais du côté des banques centrales aussi, on va passer dans un nouveau régime. Comment va se préparer cette discussion ? Est-ce que c'est déjà une discussion qui doit être abordée, par exemple, le 9 septembre prochain, Frédéric ? Oui, tout à fait. Il y a des similitudes de ce point de vue-là entre l'Europe et les États-Unis. La BCE doit préparer le terrain. Là aussi, c'est très flagué, entre guillemets. On sait qu'en mars 2022, le programme d'urgence de rachat d'actifs devrait s'arrêter. On sait qu'il y a d'autres outils pour prendre le relais. On a 6 ou 9 mois pour préparer le terrain. Je pense que entre les lignes du discours de Philippe Lane se dessine une décision plutôt pour le mois de décembre. C'est un timing qui me semble plutôt bon. On aura le recul sur l'expérience américaine, non seulement de la politique monétaire, mais de la politique budgétaire, qui
qui est toujours aussi un peu incertaine là-bas. Et puis on aura peut-être, j'espère, plus de visibilité sur le virus, la campagne de vaccination, les risques de ce point de vue-là aussi. Mais la grosse différence, au-delà de ces ajustements à court terme, c'est que les États-Unis vont passer d'un QE de 120 milliards de dollars, grosso modo, par mois à zéro à terme, là où la BCE va passer de 80-100 milliards, un petit peu moins, à quelque chose de beaucoup plus significatif, et en tout cas un soutien qui va rester, j'en suis convaincu, très important pendant plusieurs années. Et là, la différence entre les États-Unis et l'Europe va peut-être ressurgir, revenir aussi comme un thème sur les marchés, sur les devises, sur les taux. C'est quelque chose qui est plutôt de nature à soutenir les actifs risqués européens relatifs, même toutes choses égales par ailleurs, bien sûr, en fonction des perspectives de croissance. Donc il ne faut pas imaginer dans un premier temps, Frédéric, alors la BCE passant du plan d'urgence à un retour à un programme de quantitative easing plus traditionnel, en termes de montant d'achat, vous dites il ne faut pas qu'il y ait de gap entre le mois de mars 2022 et le mois d'avril. En avril 2022, il faudra que d'une manière ou d'une autre, la BCE continue d'acheter les mêmes montants, quelle que soit l'enveloppe ou le programme qu'elle aura choisi. Il n'y aura pas de gap, il n'y aura pas de falaise ou de passage de 100 milliards à zéro, c'est absolument exclu et les marchés l'anticipent et à juste titre. Il n'y aura peut-être même d'ailleurs, peut-être encore des surprises plutôt dovish dans le sens où la BCE peut encore innover sur son autre programme d'achat d'actifs réguliers qui a maintenant plus de 6 ans, hein, l'APP et sa version pour la dette publique. On peut imaginer plein de nouvelles choses. Il y a évidemment tout le programme d'émission de dette commune en Europe pour le Next Gen, pour la relance de l'économie européenne et pour sa transition énergétique notamment. La BCE sera très active en termes de financement de ce point de vue-là. Elle peut peut-être augmenter la part de la dette qu'elle achète de ce côté-là. Elle peut faire des ajustements et être extrêmement flexible. Il y a un point qui est vraiment très intéressant, qui n'est pas complètement nouveau, mais qui est malgré tout extraordinaire dans les propos de Philippe Lane, le chef économiste hier, c'est qu'il cite explicitement les prévisions d'émission de dette gouvernementale, donc de déficit public en zone euro, comme un facteur influençant les décisions de la BCE. Donc on est très avancé aujourd'hui, en tout cas beaucoup plus qu'il y a quelques années, dans une forme de coordination explicite, ou quasi explicite aujourd'hui, entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Si c'est bien fait, c'est vraiment de nature à soutenir l'économie européenne, l'emploi, l'investissement et à terme l'inflation pour que la BCE enfin atteigne sa cible qui en plus est aujourd'hui plus ambitieuse, symétrique autour de 2%. Dans ce contexte, comment vous regardez les marchés actions, Frédéric? On sait que les investisseurs sont toujours un peu frileux quand il s'agit de changer de paradigme, changer de régime, changer de tempo. Donc la Fed enverra le signal quand bon lui semblera. Mais les marchés actions, alors le jeu du moment, c'est quand même de compter le nombre de records battus par le S&P 500 et le Nasdaq. On aura peut-être une année historique en termes de records sur le marché américain. C'est plus compliqué en Chine. On voit qu'en Europe, on a eu un petit trou d'air la semaine dernière. Est-ce que les marchés actions vous paraissent sains aujourd'hui dans le contexte qu'on décrit? Est-ce qu'il y a beaucoup de complaisance peut-être? En tout cas, je ne vois pas de changement de régime sur le marché actions majeur depuis le début de l'année. On a parlé de complaisance de temps en temps parce qu'il y a des risques et qu'on ne les voit pas matérialisés sur les indices actions. On voit une dynamique qui est très similaire d'un mois à l'autre, quelques corrections de 3, 4, 5%, buy de dips, on repart parce qu'il n'y a pas d'alternative crédible, je pense, aujourd'hui dans l'environnement et l'univers d'investissement liquide et que les actions, en termes de potentiel de croissance et des bénéfices, y compris pour l'année prochaine, continuent de montrer une amélioration. Non seulement on a des chiffres stratosphériques pour les profits des entreprises cette année, comparé à l'année dernière, il y a un effet de base bien sûr, mais on a aussi une augmentation, toujours une amélioration graduelle des perspectives de croissance pour l'année prochaine, malgré le variant, malgré la Chine qui ralentit, malgré les alertes ici ou là dans certains secteurs. Donc c'est sain, je ne sais pas, mais en tout cas c'est toujours très fort en termes d'inflow aussi et d'entrée de capitaux sur ces marchés. Et je le répète, l'ajustement des politiques monétaires, que ce soit américaine ou européenne, c'est important, ça peut entraîner du bruit, mais ce n'est pas fondamentalement un facteur décisif pour les marchés actions à long terme. Ce qui compte, c'est si cette relance économique, monétaire et budgétaire fonctionne. Et si effectivement on va vers un potentiel de croissance, une croissance tendancielle dans les années qui viennent, plus importante, qui nous permettent notamment de gérer la transition énergétique. Et si c'est le cas, oui, les marchés actions ont encore du potentiel, probablement même le seul, ou en tout cas le plus élevé parmi toutes les classes d'actifs traditionnelles.
À propos de relance, il va falloir que les stratégistes se remettent à suivre la politique, Frédéric. Le grand enjeu dans un mois maintenant, ce sont les élections générales en Allemagne. On aura le temps dans quelques mois de parler de la présidentielle française, mais c'est une élection, bon, on en a déjà parlé avec vous, qui est peut-être beaucoup plus importante que les élections précédentes que l'Allemagne a pu connaître. À un mois de l'échéance, quel est l'état des lieux, des forces en présence que vous dressez, Frédéric ? Alors on va continuer à en parler jusqu'au bout parce qu'il y aura beaucoup d'incertitudes, c'est certain. Le fait majeur des derniers sondages d'opinion, c'est que les socialistes, centre-gauche, SPD, Olaf Scholz, ministre et potentiel candidat à la chancellerie, sont en train de passer devant. Et pour la première fois depuis 15 ans, le SPD est en tête à un petit point dans certains sondages devant la CDU, devant les conservateurs et devant les Verts et les autres. Et ça signifie que les coalitions aujourd'hui qui sont probables en l'état actuel des sondages sont forcément des coalitions basées sur 3 partis. Une grande coalition n'est d'ailleurs pas probable, mais pas possible. Une coalition de la droite avec les Verts n'est pas possible non plus. Donc la seule façon, ce serait de s'accorder entre 3 partis, avec y compris les libéraux qui rentrent dans le jeu. Et ça va être très compliqué, parce que certains de ces partis, la plupart d'ailleurs, sur des questions comme l'environnement, la fiscalité ou l'économie en général, sont parfois très opposés. Donc ça va être très compliqué. C'est une élection très importante. Ma crainte, en l'état actuel des choses, c'est que ça débouche sur tellement de concessions que peut-être on n'y verra pas forcément plus clair tout de suite à la fin du mois de septembre et que ça prendra encore un peu de temps pour savoir ce qui se passe en fait après l'ère Merkel. Et l'incertitude de ce point de vue est encore très élevée. Le quart de siècle de l'ère Merkel qui va se terminer donc en cette fin de mois de septembre. Merci beaucoup Frédéric. Frédéric Ducrozet avec nous, stratégiste global macro de Pictet Wealth Management.